Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver après ce week-end de 3 jours. Au sommaire de cette édition, les États-Unis au bord de l'implosion depuis le décès d'un Afro-Américain pendant une arrestation. Le pays est le théâtre de violences et d'émeutes, une situation explosive à 5 mois de l'élection présidentielle. En France, la phase 2 du déconfinement a commencé, particulièrement attendue par les professionnels du secteur. La réouverture des restaurants et cafés marque un retour à une vie plus normale. Notre reporter est allé dans la capitale pour recueillir les impressions des Français. Et puis nous resterons à Paris avec la bataille pour les municipales. Annoncée pour le 28 juin, le second tour du scrutin pourrait donner lieu à une surprise dans la capitale. Entre l'effondrement de la candidate de la majorité Agnès Buzyn et le bilan contesté d'Anne Hidalgo, la droite de Rachida Dati pourrait avoir un coup à jouer. Et pour commencer donc, retour sur les États-Unis, une semaine après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, pendant une interpellation. Les émeutes s'enchaînent dans le pays, des événements qui reviennent questionner le modèle des sociétés multiethniques. Le point avec Élise Blaise. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle fait suite à l'interpellation d'un homme afro-américain de 46 ans, George Floyd, à Minneapolis, dans le Minnesota, par une équipe de 4 policiers appelés sur les lieux par le patron d'une épicerie. L'homme interpellé est soupçonné d'avoir voulu payer avec un faux billet de 20 $. Sur la vidéo, on observe que le suspect est maintenu au sol par un policier blanc, Derek Chauvin, qui place son genou sur le cou de George Floyd. Ce dernier se plaint de ne plus pouvoir respirer. La scène dure près de 9 minutes avant l'arrivée d'une ambulance. Quand il arrive à l'hôpital, George Floyd est déclaré mort. Le médecin légiste conclura par la suite à un décès après un arrêt cardiaque, tout en précisant que l'homme avait visiblement ingéré du fentanyl, un antidouleur dont beaucoup détournent l'utilisation en drogue. L'affaire a mis le feu aux poudres aux États-Unis. D'abord avec de grandes manifestations pour dénoncer le racisme et les violences policières, des manifestations qui ont rapidement débordé en émeute, en incendie du commissariat puis en pillage de magasins. Une explosion de heurts un peu partout dans le pays qui se poursuit depuis maintenant une semaine. Les 4 policiers présents sur les lieux ont été limogés et Derek Chauvin est poursuivi pour meurtre au 3e degré. Le policier avait déjà fait l'objet de près d'une vingtaine de plaintes pour violence. De son côté, George Floyd avait déjà fait plusieurs séjours en prison. Sa famille est défendue par Benjamin Crump, un avocat médiatique déjà présent dans les affaires Trayvon Martin ou Michael Brown, d'autres Afro-Américains morts lors d'interpellations de la police. L'affaire Trayvon Martin est d'ailleurs celle qui avait lancé les mobilisations Black Lives Matter, littéralement la vie des Noirs compte. Un regroupement dénonçant un prétendu racisme systémique contre les Noirs qui n'officie pas seulement aux États-Unis, puisqu'on avait pu les observer en France au moment de l'affaire Adama Traoré. Aux États-Unis, à chacune de ces affaires, des manifestations sont organisées et se terminent la plupart du temps en émeutes et pillages en tout genre. En effet, les groupes qui organisent les rassemblements sont maillés par des opposants politiques et souvent perfusés par des organisations non gouvernementales type Open Society de George Soros, bien loin de vouloir lutter contre le racisme, mais qui jouent bien au contraire sur l'affrontement entre les communautés, à l'instar de certains maires démocrates qui ont plus ou moins volontairement laissé la situation s'embraser dans leur ville, à l'image de Minneapolis dirigée par Jacob Frey. Par ailleurs, un peu à l'image des Black Blocs, des militants d'extrême gauche s'ajoutent aux heurts pour insuffler les élans des débordements. C'est d'ailleurs pour cette raison que Donald Trump a déclaré il y a quelques jours les organisations dites Antifa comme terroristes. Le président a en outre, et contrairement à ce qui a été dit par beaucoup de journalistes occidentaux, condamné l'acte du policier poursuivi pour la mort de George Floyd et a témoigné sa solidarité envers sa famille, sans pour autant accepter les troubles qui ont lieu. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. Sans surprise, les événements ont rapidement franchi l'Atlantique pour solliciter la bienveillance de tous les commentateurs médiatiques et aboutir à un nouveau totem, le privilège blanc.
Un concept censé s'opposer au statut supposé de victimes éternelles détenues par les Afro-Américains. De quoi aboutir à des situations surréalistes comme cet homme qui demande à une femme blanche de s'agenouiller dans la rue pour qu'elle présente ses excuses de jouir de ce prétendu privilège blanc. And to bring you on your knees because you have white privilege. So if they see that a white person is getting on their knees, that shows solidarity for the situation. The situation. And could you just please apologize for your white privilege? Just apologize? I am. I'm trying to think of the right words to say because that's a big thing. De drôles de méthodes pour apaiser les tensions. En réalité, les États-Unis connaissent des affrontements ethniques mettant en relief le dysfonctionnement de son organisation communautaire. Dans un pays où les statistiques ethniques sont autorisées, la plupart du temps pour faire la part belle aux politiques de quotas, les chiffres font pourtant état d'une réalité bien différente de celle criée par les adeptes de Black Lives Matter. D'abord, la police américaine n'est pas du genre à attendre dans une voiture en feu, et les méthodes sont nettement plus toniques qu'en Europe. Des méthodes musclées qui s'appliquent sur les suspects et criminels potentiels en général, notamment en raison du plus grand nombre d'armes à feu en circulation. Ainsi, des policiers noirs ont déjà été mêlés à des affaires où le suspect, blanc, décédait pendant l'interpellation. Depuis, toujours pas d'association White Lives Matter. Par ailleurs, de nombreux Afro-Américains sont à compter dans les rangs des forces de l'ordre. D'ailleurs, le chef de la police de Minneapolis, où a eu lieu l'interpellation de George Floyd, est afro-américain. En réalité, les États-Unis pratiquent depuis longtemps une discrimination positive à l'égard des dites minorités ethniques. Un mode de fonctionnement bien plus décomplexé qu'en Europe. Et malgré cela, les statistiques de criminalité révèlent bien une surreprésentation des Afro-Américains. Une surreprésentation qui s'observe d'ailleurs aussi bien dans les agressions contre d'autres Afro-Américains, mais encore plus contre des Blancs. Face à ces données, il est logique, d'un point de vue purement statistique, qu'en étant surreprésentée dans la criminalité, une population soit également surreprésentée dans les bavures policières. Et si cette situation criminelle n'est pas nouvelle, les tentatives de récupération politique ne le sont pas davantage. À 5 mois de l'élection présidentielle, Donald Trump est une des cibles pointées dans les remous faisant suite au décès de George Floyd. Allègrement présenté comme un président raciste, les médias ont une nouvelle fois sauté sur l'occasion pour agiter les peurs. Pourtant, le mandat du président américain est l'un des rares à avoir été capable de faire baisser le taux de chômage dans les populations afro-américaines, leur permettant ainsi d'améliorer leurs conditions de vie. Mais comme toujours, l'instrumentalisation des événements a pris le dessus sur la réalité pour reconstruire des obsessions victimaires qui mettent un point d'honneur à éviter le sujet crucial, la surreprésentation de la violence dans les sociétés multiculturelles. En France, la deuxième phase du déconfinement a débuté ce mardi. Parmi les mesures de libération, la réouverture des restaurants, limitée aux terrasses dans les zones oranges comme à Paris. L'occasion pour Géraud Dufayet d'aller à la rencontre des Français pour recueillir leurs impressions. C'est notre première sortie depuis 2 mois et demi. Donc, et ça nous fait plaisir de savoir qu'il va y avoir un peu de vie. C'est bien de se promener à Paris et de s'arrêter. Et où est-ce qu'on peut mieux s'arrêter qu'à une terrasse pour voir quelque chose de frais. Et puis c'est très bien pour eux, parce que je crois qu'ils en avaient besoin aussi. C'est un air de liberté qu'on retrouve. La possibilité de se retrouver entre amis autour d'une table et d'un verre, c'est quand même plus agréable que de rester confiné chez soi. Et puis c'est aussi un indice au niveau de la situation qui évolue de façon plutôt favorable. Et ça, on peut que s'en réjouir. C'est sympa, mais après, moi, je reste un petit peu sceptique sur la reprise du coronavirus, tout simplement. Voilà, avec l'été, il y a plusieurs théories sur le sujet, mais j'ai toujours peur qu'on on y mette un peu trop de cœur et que ça reprenne après, quoi. Je trouve ça très bien et surtout très important pour eux qui ont pas mal morflé ces derniers temps. Après, je n'irai pas pour autant tout de suite. Je vais attendre un peu. On devrait avoir suffisamment d'argent pour pouvoir y aller tous les jours. Ce serait bien pour eux et pour les femmes qui font la cuisine à la maison depuis longtemps. Que ce soit au niveau de la restauration ou dans plein d'autres domaines, je pense qu'il va falloir faire preuve de solidarité là, entre Français en l'occurrence, parce qu'on va peut-être réouvrir les frontières, etc. Mais c'est à nous de s'entraider, que ce soit sur la restauration, peu importe les domaines, il faut qu'on dépense entre guillemets, mais entre nous, quoi. Rejoindre le plaisir d'aller dans les restaurants avec le soutien des restaurateurs et de ceux qui y travaillent. En faisant partie de l'hôtellerie-restauration, j'espère aussi que les clients vont revenir. Je ne sais pas quand je vais reprendre, donc oui, ce serait bien que tout le monde revienne. C'est en y allant qu'on pourra les aider. Après, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont organisé de la restauration rapide en installant un petit stand devant chez eux. Il y en a un qui faisait des jus de fruits frais. Mais ça n'a forcément pas couvert le chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas eu, quoi. Maintenant, les contraintes sont telles que ça va rester de toute façon très compliqué
avant de pouvoir réinstaller leur clientèle comme avant, sans aucune restriction. Rachida Dati peut-elle créer la surprise à Paris? À moins d'un mois du second tour du scrutin municipal, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy affronte l'alliance écolo-socialiste d'Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, la candidate de la majorité particulièrement affaiblie. Une fenêtre de tir semble s'ouvrir pour la candidate Les Républicains. À peine un mois pour rattraper le retard, la candidate de droite Rachida Dati a entamé une course contre la montre pour arracher l'hôtel de ville à Anne Hidalgo. La candidate Les Républicains redouble d'efforts sur le terrain et entend capitaliser sa gestion de la crise dans son 7e arrondissement, alors que la mairie centrale d'Anne Hidalgo a été particulièrement en difficulté pendant cette période, dont les masques en papier ont été sans doute le point d'orgue. À défaut de se distinguer pendant la crise sanitaire, l'édile socialiste aura toutefois réussi à trouver un terrain d'entente lundi soir avec la gauche écologiste, un accord électoral consistant à céder une mairie d'arrondissement au vert ainsi qu'une vingtaine de conseillers de Paris. Dans cet accord politicien figureraient aussi des garanties comme l'abandon d'un projet d'aménagement urbain dans le quartier Bercy-Charenton qui prévoyait la construction de 6 tours, dont un gratte-ciel. À la place, les écologistes verraient bien la création d'un 3e bois dans la capitale. À cela s'ajoutera notamment l'inscription du projet de redécouverte de la Bièvre qui consiste à faire rejaillir cette rivière du béton sous lequel elle est enfermée depuis plus d'un siècle. Le candidat Europe Écologie Les Verts David Béliard avait réalisé un score très honorable au soir du premier tour avec plus de 10% des voix. Anne Hidalgo avait quant à elle obtenu près de 30% des suffrages. Face aux manœuvres électorales socialistes, Rachida Dati, jamais aussi bien servie que par elle-même, continue de faire cavalier seul. Faute de grandes réunions publiques impossibles avec les mesures sanitaires, la candidate Les Républicains multiplie les distributions de tracts dans les boîtes aux lettres et directement auprès des électeurs dans les rues de la capitale. Une action qui pourrait payer sur un terrain souvent délaissé par les candidats depuis quelques années au profit des cybercampagnes et des grands meetings à l'américaine. En plus de cette campagne de terrain, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy devra aussi compter sur 2 éléments, les abstentionnistes et le report des voix des déçus de la majorité présidentielle. En effet, Agnès Buzyn, la candidate officielle de La République En Marche, est au cœur du scandale sanitaire du coronavirus. De quoi mettre un coup d'arrêt aux 17% obtenus au premier tour, alors même que le dissident de la majorité, Cédric Villani, obtenait près de 8% des voix. Avec près de 23% des voix au premier tour, les listes LR de Rachida Dati pourraient créer la surprise, même s'il est difficile de décrypter les votes parisiens et de savoir comment se comporteront les électeurs d'Agnès Buzyn, une candidate déjà résignée à intégrer l'opposition. Lundi, Cédric Villani a aussi affirmé son maintien au second tour. Au-delà de ces résultats généraux, il convient de tenir compte des différents scrutins par arrondissement. En effet, la carte électorale parisienne a changé en 2020 et la répartition des sièges du Conseil de Paris, qui élira le maire, donne lieu à un mode de scrutin complexe. Un candidat peut ne pas être majoritaire en nombre de voix, mais emporter la mairie centrale. Et si en déclinant les résultats arrondissement par arrondissement, la donne est favorable à l'alliance écolo-socialiste, certains territoires sont néanmoins acquis ou presque à la droite, comme le 7e, celui de Rachida Dati, seul arrondissement remporté dès le premier tour. Dans le 15e arrondissement, le plus grand de la capitale en nombre de conseillers, 18 en tout, la droite envisagerait une fusion des listes entre le dissident maire de droite sortant Philippe Goujon et la candidate officielle Les Républicains Agnès Séverin, respectivement à 21 et 22 points au premier tour. Le 17e et surtout le 16e devraient aussi être dominés par les candidats Les Républicains. Les autres grands arrondissements, comme le 18e, 15 conseillers, ou les 19 et 20e, qui comptent tous les deux 14 conseillers, devraient en revanche profiter à la sortante socialiste qui, bénéficiant de l'alliance avec les écologistes, devrait l'emporter sans trop de difficultés. Dans le détail, pour les arrondissements où tout n'est pas joué, c'est le comportement des électeurs En Marche d'Agnès Buzyn et de Cédric Villani qui sera juge de paix. En effet, si l'appareil politique de LREM penche plutôt à gauche, pas évident de savoir ce qu'il en est de son électorat, et tout particulièrement de son électorat parisien, dans un contexte de rejet parfois très net de l'actuelle patronne de l'hôtel de ville, qui pourrait profiter à un vote utile de rejet. À cet inconnu du potentiel report de voix s'ajoute celle des abstentionnistes. En 2014, au premier tour, ils étaient près de 550 000 à Paris, contre plus de 750 000 cette année. Le comportement de ces absents du premier tour sera scruté de près. Quand on sait que les élections municipales parisiennes peuvent se jouer à quelques dizaines de milliers de voix, ces chiffres ne sont pas anodins. Rachida Dati a donc encore des motifs d'espérance,
tandis qu'Anne Hidalgo ne devrait pas vendre la peau de l'ours avant la fin du mois de juin. Et voilà, il est temps de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. L'application Stop Covid est lancée. Depuis ce mardi midi, l'outil de traçage est téléchargeable sur les smartphones disposant des systèmes d'exploitation iOS ou Android. Cette application est censée aider à lutter contre l'épidémie en traçant les cas contacts et en signalant aux utilisateurs s'ils ont côtoyé une personne touchée par le Covid-19. Malgré les risques d'atteinte aux libertés individuelles, la Commission nationale informatique et liberté a donné son feu vert à son déploiement. Moins d'un Français sur deux se dit prêt à la télécharger. La crise économique propice au chantage. Dans un mail adressé aux élus du personnel navigant commercial, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair a menacé de licencier 27 personnes en France si le syndicat majoritaire ne s'engage pas à accepter des baisses de salaire. La direction de Malta Air, qui opère pour la compagnie irlandaise en France, veut diminuer de 10% la rémunération de ses personnels navigants et de 20% pour les pilotes pendant 5 ans. Pour les hôtesses et stewards payés au SMIC, la compagnie entend réduire leur temps de travail à 80%. De son côté, le syndicat majoritaire a dénoncé un chantage au licenciement, une pratique contestable qui pourrait fleurir dans de nombreuses entreprises, plus ou moins en proie à des difficultés économiques. L'usine de Maubeuge au centre des discussions, alors que Renault a annoncé la semaine dernière un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'usine de Maubeuge samedi pour sauver le site de production qui emploie environ 2100 personnes. Dimanche, le président du constructeur, Jean-Dominique Senard, a assuré qu'il n'avait pas l'intention de fermer le site du nord de la France, alors qu'un transfert de la production de véhicules utilitaires vers l'usine de Douai est envisagé. À ce sujet, des discussions ont débuté ce mardi à Bercy entre les syndicats et la direction. Manifestation clandestine dans les rues de Paris. Samedi, des milliers de travailleurs illégaux ont manifesté dans les rues de la capitale afin de réclamer leur régularisation sur le territoire français. Cette manifestation, qui n'avait pas été autorisée par la préfecture de police, s'est tout de même tenue en dépit de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Malgré cela, les forces de l'ordre se sont montrées plutôt conciliantes alors que le préfet de police, Didier Lallemand, nous avait habitués à plus de fermeté lors des manifestations de Gilets jaunes notamment. Le manque de football à la télé crispe les abonnés. Alors qu'aucun match de Ligue 1 n'a été diffusé à la télévision depuis le mois de mars, le prix des abonnements est resté le même. De quoi provoquer la colère des abonnés de Canal+ et de beIN Sport. Certains ont donc décidé d'attaquer les 2 chaînes payantes afin de réclamer un dédommagement. En mai, Canal+ avait expliqué qu'elle traitait chaque demande au cas par cas. De son côté, beIN Sport avait répondu que les clients pouvaient résilier leurs abonnements. Dans le même temps, Mediapro, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la période 2020-2024, a conclu un partenariat avec le groupe TF1 pour la diffusion de ces compétitions. Les 20 plus belles affiches de la Ligue 1 seront diffusées sur une nouvelle chaîne baptisée Téléfoot. Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu assureront les commentaires. La générosité de Novak Djokovic ne plaît pas au New York Times. Le Serbe, numéro 1 mondial de tennis, a offert 5,5 millions d'euros à la santé publique serbe, aux personnes qui sont dans le besoin à travers différentes associations caritatives sérieuses, ainsi qu'aux organisations humanitaires de l'église orthodoxe serbe. Malgré ce don, Novak Djokovic a été attaqué par le New York Times. Le journal a accusé le joueur de tennis de ne pas avoir fait de donations humanitaires alors qu'il a gagné plus de 100 millions d'euros. Un petit mensonge, voire un dénigrement alors que Novak Djokovic multiplie les opérations caritatives. Avec ce nouveau don, le joueur serbe a donné de ses propres fonds et par son association 19,5 millions d'euros. 17,5 millions pour la Serbie et le peuple serbe, 1 million pour l'Italie et 1 million pour l'Espagne. Mission réussie pour SpaceX. Après avoir volé dans l'espace pendant 18 heures, les 2 astronautes de la NASA transportés par la capsule Crew Dragon de la société d'Elon Musk sont entrés dimanche dans la station spatiale internationale. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley.
Les 2 astronautes étaient partis samedi du centre spatial Kennedy en Floride, 3 jours après un report dû aux mauvaises conditions météo. SpaceX est devenue la première société privée à lancer des astronautes dans l'espace, un succès historique qui offre aux États-Unis un nouveau moyen de transport spatial après 9 ans d'interruption. La société d'Elon Musk entend à présent faire voyager des passagers privés en orbite, voire dans l'ISS, peut-être l'an prochain. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle de l'évasion du futur Napoléon III du fort de Ham le 25 mai 1846. Et ce soir, décidément, histoire, puisque vous retrouverez aussi passé-présent. Philippe Conrad évoque l'épidémie de choléra de 1832, puis reçoit le président de Renaissance catholique, que vous connaissez bien, Jean-Pierre Maugendre, pour présenter un ouvrage sur l'identité nationale. Mais tout de suite, mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Ainsi donc, l'Union européenne va se doter d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. Rien que ça. Lorsque Macron et Merkel s'étaient rencontrés après force d'embrassade, ils avaient décidé d'un plan de 500 milliards d'euros. Mais votre chroniqueur de TV Liberté, qui est un garçon astucieux, avait dit il y a quelques jours sur cette antenne, pourquoi pas 800 milliards ? Merkel et Macron ont dû m'écouter puisque le nouveau plan maintenant est de 750 milliards. Ils n'ont pas voulu aller à 800 pour ne pas copier exactement ce que je leur avais conseillé de faire. Donc ils se rapprochent de mon chiffre, j'en suis très fier. Cela dit, Madame Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, a eu par rapport à ce plan, quelques phrases tout à fait étonnantes, en disant notamment, cette phrase extraordinaire, « c'est le moment de l'Europe ». Enfin, Ursula, au moment où la déconstruction est générale en Europe, déconstruction des économies, déconstruction sociale, déconstruction de la famille, déconstruction de la morale, déconstruction de l'éducation nationale dans tous les pays d'Europe, à ce moment-là, Ursula, tu oses dire que c'est le moment de l'Europe. Il me revient cette phrase extraordinaire du général de Gaulle, que l'on soit gaulliste ou pas, qui avait dit en son temps « Ces européistes, je résume la phrase, ces européistes n'ont qu'un mot à la bouche, Europe, Europe, et ils sautent comme des cabris. » Et la phrase était bien tournée, car les cabris sautent sans aucune raison, il suffit de crier « Europe, Europe » et l'on saute comme des cabris. On ne changera pas les européistes de tout poil. Et d'ailleurs, il me revient une autre phrase du général de Gaulle. Chacun peut se souvenir que lors d'un déplacement de Gaulle en Bretagne, il serrait des mains sur une place au kilomètre. Il fallait bien évidemment serrer le plus possible de mains, et un syndicaliste qui était à 2 ou 3 mètres du service de sécurité cria « Mort au CON ». Et de Gaulle, en ouvrant grand les bras, avait dit cette phrase magnifique « Vaste programme ». Eh bien aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont envie de crier aux dirigeants du système politico-médiatique « Mort au CONS », car beaucoup d'entre nous ne supportent plus ce système politico-médiatique qui dit à peu près n'importe quoi et que l'on aimerait bien voir disparaître un beau jour. Mais je crois que nous devons tous aussi reprendre la formule du général de Gaulle « Vaste programme ». Sur ces entrefaites, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.